Salut tout le monde, bienvenue à mon podcast. Je m'appelle Neri Duchesne, je suis cofondateur de HXN Media, une compagnie de production vidéo. On a fait plus d'une centaine de vidéos, entre autres avec Lise Wattier, Sport Expert, La Croix-Rouge, Pure Vodka et bien d'autres. On va mettre tous nos liens en commentaire, puis si tu veux aller voir nos réseaux sociaux pour apprendre à faire des vidéos comme nous, Instagram, Facebook, TikTok, tout est là. Aujourd'hui, à mon podcast, je reçois William Giroux. William est le cofondateur et président de la compagnie CaseMe. CaseMe offre des accessoires pour téléphone et ordinateur portable, fait entièrement au Québec. En 2018, CaseMe ont fait un chiffre d'affaires de 1 million et en 2021, ils visaient un chiffre d'affaires de 10 millions de dollars. Salut William, comment ça va? Salut Neri, ça va bien toi? Ça va super bien. Et je t'ai présenté, William, en quelques lignes, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, je veux savoir, parce que dans le fond, une petite anecdote, j'allais t'inviter, puis tu m'as écrit savoir si tu pouvais venir, puis c'était comme, j'allais t'inviter le lendemain. Fait que ça tombait super bien, puis tout de suite, j'ai comme une tonne de questions, puis en général, je veux savoir comment on peut vendre autant de cases, de téléphones, puis d'ordi, puis de AirPods. Mais avant que tu répondes à ça, je veux qu'on revienne un peu, comme d'habitude je fais à mes podcasts, un peu en arrière, savoir comment William t'étais quand t'étais jeune, ton enfance, tu viens de quel genre de famille, à peu près à 10-11 ans, là, comment t'étais? Je dirais que j'étais un gars bien normal qui, vers 10-11 ans, balbutiement des premiers sports que je faisais, j'ai joué au foot jusqu'à l'âge de 17 ans. J'étais un peu un petit clown de la classe, je dirais, là. Un Ok. peu... j'étais pas dérangeant non plus, mais j'étais lui qui aime faire rire les autres. Un gars qui a plein de groupes d'amis différents. Moi, je suis autant un nerd qui tripe sur Le Seigneur des Anneaux depuis que j'ai à peu près ça, 10-11 ans, à joueur de football, à skate, à comme Je comprends, je la comprends. musique. J'aimais vraiment plein de choses différentes. Euh, mais j'étais pas un gros fan d'école, ça fait que moi j'ai eu quand même de la difficulté à l'école jusqu'à l'université, je dirais. Ce qui est un peu déstabilisant quand t'es un kid. Tu penses que t'es pas vraiment bon à faire grand-chose, Mhm. mais finalement ça a bien tourné au bout du compte. Mais bref, je dirais que je ressemblais à ça. Ça fait qu'un petit gars super enjoué, qui aime le monde, qui jase avec tout le monde, puis qui a plein d'amis, ça fait que ça ressemblait à ça. Puis, est-ce que tu viens d'une famille entrepreneuriale ou ça n'a pas rapport, ta famille était zéro entrepreneur? Donc, je viens d'une lignée d'entrepreneurs, effectivement. Ça partit avec mon grand-père. Moi, je viens de la Beauce, je viens de Saint-Georges, plus précisément. Puis mon grand-père, lui, avait pas de scolarité. Je pense qu'il avait à peine une 5e année. Puis lui, il avait parti d'une compagnie de construction qui faisait plus du génie civil, ça fait que de la construction de route. Fait que l'autoroute 73 en Beauce qui s'en OK. va de Saint-Georges à Québec, c'est entre autres lui qui l'a construite. Fait qu'il y avait parti d'une entreprise qui s'appelle Giroux Lessard, qui existe encore aujourd'hui. C'est mon cousin maintenant qui est propriétaire de cette entreprise-là. OK. Donc c'est ça. Puis après, ben, mon père a travaillé pour cette entreprise familiale-là pendant quelques années, puis a finalement réalisé que lui, sa passion, c'était l'arpentage. Fait que c'est OK. une autre branche de la construction qui est totalement différente malgré tout. Fait que mon père, lui, a étudié en arpentage, puis il a parti son entreprise quelques années suivant cela. Puis par la suite, lui, il a vendu son entreprise à une compagnie de génie qui s'appelle WSP autour de 2012, je dirais. Puis après ça, il s'est parti dans du financement privé pour des promoteurs immobiliers, exemple, Ouais. et autres types de projets. Fait que oui, ça faisait partie de ma vie depuis que j'étais jeune. J'ai tout le temps eu un intérêt pour les affaires, mais la réalité, c'est que j'avais aucune maudite idée de quoi faire, à quel moment, etc. Ouais. Fait que j'ai décidé de poursuivre mes études pour, à un moment donné, avoir une opportunité qui puisse se présenter. Puis, t'as étudié en quoi? Cégep Université, mettons? Cégep, considérant que j'étais pourri à l'école, j'ai fait sciences humaines, pas de maths, au Cégep de Sainte-Foy. Fait que j'ai déménagé chez mon père, mes parents sont séparés. Fait que j'ai déménagé à Québec pour le Cégep. Puis j'ai eu la piqûre, je dirais, du monde des affaires au Cégep, plus précisément là,
dans tout ce qui était en lien avec la bourse. Donc, on avait fait une simulation boursière qui m'avait donné un peu une idée de tout ce monde-là. Puis, c'est ce qui m'a donné le goût d'aller étudier ensuite en administration à l'UQAR, campus de Lévis. Fait que j'ai fait un bac finance et entrepreneuriat à l'UQAR. Puis est-ce que tu trouves que ça t'a aidé, ça t'a servi, ce bac-là, ou looking back, quand t'es comme dans ton entreprise, tu te dis, il y a des notions que j'aurais pu apprendre sur le tas, ou comment tu vois ça? C'est là où j'en parlais avec mon frère il y a 21 ans, puis une couple de ses chums qui sont à l'université en ce moment, puis il y en a quelques-uns qui me posaient la question, tu sais, je devrais prendre quelle branche, etc., etc. Looking back, comme tu dis, je dirais que la finance, ça reste quelque chose d'important / intéressant. Après ça, est-ce que je l'utilise dans mon quotidien? La réponse est non. Mais tu sais, c'est dur comme plusieurs années après de se dire, OK, c'est quoi les concepts que j'utilise réellement dans mon quotidien? Mais la réalité est que tu touches à des ressources humaines, tu touches à la comptabilité, finance, tout ça. Je pense que ça aurait été peut-être différent, sachant l'idée que j'allais partir réellement une business. On dirait que tu étudies d'une façon différente quand tu sais que ces concepts-là, tu vas les utiliser pour de vrai. Mais la réalité, c'est qu'en ce moment, j'ai bien de la misère à dire comme qu'est-ce qui m'a été utile dans tout ça. Je pense que l'université puis l'école en général, c'est surtout de bâtir un peu ta tête sur des problématiques que tu vas pouvoir avoir à un moment donné dans ta vie, puis d'avoir une façon de régler ces problèmes-là. Donc après toutes ces années-là, je suis pas déçu de l'avoir fait. Au contraire, moi, ça m'a permis de rencontrer plein de monde super intéressant, des gens avec qui je travaille aujourd'hui, d'autres que c'est juste rendu des amis. Fait que niveau comme développement des affaires, je pourrais dire, ça a été super utile de faire les jeux du commerce, justement, de connaître du monde aux quatre coins du Québec, des gens qui allaient peut-être être importants dans ma vie ou pas. Mais bref, moi, c'est toute l'expérience universitaire en tant que telle. Je suis vraiment content d'avoir fait. Là. C'est vraiment hot. Puis c'était à quel moment, dans le fond, t'as fini ton bac, puis tout de suite, t'as parti Case Me, ou c'était comme, il y avait un petit délai? Qu'est-ce qui s'est passé à la fin entre la fin de ton université et le début de Case Me? Non, ça s'est pas fait directement après Case Me. J'ai travaillé pendant à peu près 3 ans pour l'entreprise à mon père, même s'il avait vendu sa business. Il était encore en poste là-bas, lui. Fait qu'il m'avait offert une job. Il m'avait dit, Will, t'as une grande gueule. Je sais que t'es bon avec le monde. Tu connais quand même l'arpentage. Tu sais, moi, j'ai travaillé là-dedans de 15 ans à 18 ans à peu près sur le terrain. Ça fait que j'allais faire des certificats de localisation puis tout. Fait que j'avais quand même une base du domaine. Mais bref, il m'a offert une job au développement des affaires. Ça fait que moi, je m'occupais d'aller vendre des services d'arpentage, de construction. J'allais rencontrer des entrepreneurs généraux, des courtiers immobiliers, des choses comme ça. Fait que je dirais que j'ai fait ça pendant à peu près 2 ans full-time. Puis c'est en octobre 2015 là, que j'ai rencontré mon ancien ami Gabriel Bolduc, qui est maintenant mon cofondateur. Puis il m'a expliqué en fait l'idée que lui avait eue pendant ses études au HEC de partir une entreprise qui s'appelle Case Me. Puis c'est à ce moment-là que j'ai décidé de joindre les rangs avec lui puis qu'on lance ça officiellement. Maintenant, vous savez tout sur les débuts de Case Me. Laissez-moi vous parler du sponsor d'aujourd'hui. Ben oui, vous avez compris, Case Me, c'est tellement concept, c'est fou dans la tête. Comme William a commencé à expliquer dans le podcast, Case Me est une entreprise de e-commerce québécoise de design et de fabrication des plus beaux accessoires mobiles. Étuis de sel, AirPods, MacBook, chargeur portatif, etc. En plus de la vente en ligne, Case Me est vraiment, vraiment fort dans les cases custom pour les entreprises. Dernièrement, ils ont même fait les cases custom pour le Canadien de Montréal, Beneva, Remax, Chocolat Favori et plein d'autres. Pour vos futures commandes en ligne, qu'elles soient sur le site ou des étuis corpo vraiment cool aux couleurs de votre entreprise, vous pouvez utiliser le code promo NIRI15 pour 15% de rabais quand même, là, c'est pas rien, 15%. Fait que NIRI, N-I-R-Y, 15 en chiffres, donc N-I-R-Y 1-5. On retourne au podcast. Let's go, William, raconte-moi ça. Puis, je suis curieux, là, moi j'ai une business de service. Puis, toi, comment ça se passe quand tu dis je vais faire des cases ou est-ce que ça a commencé avec des cases de cellulaire, en fait? Je sais même pas.
Ouais, ça a vraiment parti avec ça. Dans le fond, l'histoire est courte, longue, mais expliquée courtement. Dans le Ouais. fond, Gab, lui, au HEC, avait un projet euh, à faire, un projet universitaire qui allait durer à peu près une session ou deux, je me souviens plus. Puis lui, il avait l'opportunité de pouvoir reprendre la machinerie que son père, à lui, avait dans un entrepôt perdu à quelque part en Beauce. Parce que l'entreprise de son père avait eu un mandat pour produire des études de téléphone cellulaire pour Best Buy Canada. Puis finalement, le deal est tombé à l'eau, mais eux avaient déjà acheté tout l'inventaire nécessaire pour pouvoir produire ça, le four pour pouvoir le produire, les imprimantes. Fait que tant qu'il a accumulé de la poussière, il s'est dit, moi, je vais faire mon projet là-dessus, puis je vais réellement essayer de le faire. Fait que quand moi, je me suis joint à Gab, il y avait déjà quelques mois derrière la cravate d'expérience là-dedans. Fait que ça a vraiment été d'utiliser tout ce beau matériel-là pour en faire un produit fini de qualité, puis c'est ça. C'est vraiment hot. Puis là, je pense que c'est une chance que vous avez déjà les machines pour faire ça parce que ça doit représenter comme un investissement si quelqu'un n'avait pas ces machines-là puis commencer comme ça. Mais une fois que vous vous dites, OK, on va, on va se passer une business de ça, c'est quoi les premières étapes? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme, tu textes tes chums, tu dis, hey, tu veux-tu un nouveau case de sel? Genre, comment ça débute? Ouais. Ben, je dirais la chose qui est intéressante, c'est que vu qu'il avait fait son projet de bac là-dessus, tout ce qui était plan d'affaires, budget, toute la gestion d'inventaire, lui, il avait déjà figure out tout ça de son bord. Ça fait que quand je suis arrivé dans le projet avec lui, ce qui restait à faire, c'était de bâtir un site web transactionnel. Ça fait qu'on a décidé d'aller avec Shopify. Puis ensuite, ben, c'était de bâtir un peu de la notoriété autour de la marque. C'est clair que je me souviens, en fait, je pense à un de mes chums qui m'a raconté ça récemment. Il se souvient que justement en 2016, je textais mes chums pour dire Hey, va liker notre nouvelle page Facebook, va liker notre page Instagram, partage nos posts et tout. Fait qu'il y avait beaucoup de travail dans les tranchées, je dirais, de pouvoir promouvoir ça moi-même. Ouais. Mais rapidement, tu sais, on a réalisé que le plein potentiel de Case Me, c'était par rapport aux ventes en ligne. Puis avec les médias sociaux, ben, c'est sûr que ça facilite beaucoup l'expansion d'une marque. Ça fait que nous, on s'est attaqué rapidement à tout ce qui était influenceur sur le web. Ça fait qu'en 2016, ça peut paraître loin, là, mais c'était les débuts du marketing d'influence en bonne et due forme. Fait que j'étais sur Instagram le soir, puis j'envoyais des DM à du monde pour qu'on essaie de closer des collaborations. Puis rapidement, je dirais que ça a été peut-être un des leviers là, de croissance pour Case Me. Mais tu sais, ça a pris peut-être 1 an et demi, 2 ans avant qu'on réalise réellement, OK, là, on tient de quoi, on a un réel potentiel à faire ça. Puis c'est à ce moment-là, moi, que j'ai lâché ma job parce que je travaillais encore dans d'accompagner mon père, puis je faisais ça plus à temps perdu avec Case Me. Ouais. Puis après ça, ben, quand moi j'ai lâché mon emploi, l'autre levier de croissance était par rapport à l'expansion qu'on pouvait avoir sur le marché du commerce au détail. Ça fait que d'aller closer des partenaires avec nous. Exemple, un de nos premiers retailers avec qui on a travaillé, c'était Simons. Ils ont réussi à nous faire confiance, même si dans ce temps-là, c'était quand même sketch, les genres de design qu'on pouvait vendre, mais ils ont cru en nous, puis ils ont décidé de nous rentrer dans la plupart des Simons au Canada, puis après ça, ça a été de rentrer dans d'autres types de boutiques. Là. Puis, je suis curieux, tu sais, quand tu approches des influenceurs, puis vous commencez, tu sais, même toi, tu disais que tu fais ça à temps perdu, comment, tu sais, comment vous venez chercher des gens qui ont du following pour dire Hey, tu fais confiance à notre brand, est-ce que tu leur offres tout de suite de l'argent ou comment c'est quoi le deal avec des influenceurs, comment ça fonctionne? Ouais. Je dirais qu'aujourd'hui, puis il y a 7 ans, c'était complètement différent. La réalité d'il y a 7 ans, on était chanceux, c'est que ça commençait. Ça fait que l'idée d'être rémunéré pour ça, c'était même pas très concret là, à ce moment-là, surtout pas au Québec. Ça fait que je dirais que à ce moment-là, pour nous, le seul avantage pour une influenceur de travailler avec nous, c'était qu'on leur envoyait des produits gratuitement. Ouais. Puis
Puis ça a été vraiment de créer des relations humaines le plus possible. Tu sais, on avait réussi à booker des influenceurs de plus haut niveau, puis c'était carrément au téléphone que je les appelais, puis je leur expliquais notre histoire, puis qu'on aurait besoin d'eux pour nous aider à croître, puis finalement, il y en a là-dedans que c'est encore des personnes avec qui on travaille à ce jour. Fait que ça a été de bâtir des relations avec ces gens-là. Mais au fil du temps, c'est sûr que le domaine du marketing d'influence a évolué. Mais tu sais, je dirais quand même aujourd'hui, nous, on rémunère certains influenceurs, surtout des collaborateurs avec qui on travaille de façon récurrente. Puis on fonctionne plus par royauté. Ça fait que ce qu'on fait, c'est, exemple, on crée un code promotionnel qui est personnalisé à l'influenceur, à la personne. Puis, selon les ventes qui sont générées par ce code promo-là, ben, c'est là que leur rémunération entre en jeu. On l'a testé maintes et maintes fois là, dans le passé. Il y a eu des collaborations que ça a été super positif. Des collabs qu'on a pu payer des fois de 0 à 10 000 $ pour un post ou quelques stories, etc. Puis des fois, le retour sur investissement était là, des fois non. Mais je dirais que là, depuis peut-être 2 ans, là, il y a vraiment un shift qui se fait dans ce domaine-là. Puis la rentabilité a un peu diminué. Ça fait qu'on le voit plus maintenant comme une façon de créer de la notoriété, de se faire voir. Mais est-ce qu'il y a des ventes directement reliées à un post Instagram? La réalité, c'est de moins en moins, c'est le cas. Fait que nous, on vise plus nécessairement des collaborations payantes. On fait encore beaucoup d'envois de produits gratuits à différents influenceurs à travers le Québec, le Canada, les États-Unis. Fait que je dirais que ça ressemble à ça en ce moment, le marketing d'influence. Puis, je suis curieux parce que là, je suis beaucoup, je suis genre suivre, pas je suis être là. Mr. Beast, tu sais, le YouTuber, genre le plus gros là, YouTuber, puis il a fait une run de podcast, puis il disait, c'était son agent qui disait que Honey, la compagnie là, d'extension de code promo, c'était un sponsor depuis vraiment longtemps, puis c'était un des premiers à faire confiance à Mr. Beast, faire des vidéos, puis les plugger Honey, puis il avait dit que il avait sorti une vidéo, puis après ça, ils ont dit « Hey, venez à nos headquarters, on va genre discuter. » Puis il y avait comme un graph, puis il y avait toutes les flèches de chaque jour, le nombre de téléchargements. Puis il y avait genre une super gros pic, puis c'était quand MrBeast avait posté une vidéo. T'as-tu une anecdote comme ça? T'es pas obligé de nommer le nom de la personne si tu veux pas, mais que vous avez fait une collab, puis ça a été malade, comment ça a bien fonctionné. Oui, clairement. Je dirais, vu que ton auditoire est plus québécoise, si je me trompe pas, tu sais, au Québec, il y a une fille formidable avec qui on travaille justement depuis nos débuts. Elle s'appelle Sarah Couture, une fille de Québec justement. Puis elle, ça doit faire 6 ans qu'on travaille avec elle. Puis à chaque fois qu'on fait des collabs avec elle, c'est tout le temps super positif. Une autre que je pourrais nommer, Claudie Mercier. Super collaboration avec elle depuis plusieurs années. Puis, comme tu dis, là, des pics que tu sais qui ont posté à 8h30, puis à 10h30, tu es capable de dire OK, ils ont généré 100 ventes sur le site. Wow. C'est des choses vraiment incroyables. Fait que oui, c'est arrivé. Puis, tu sais, je dirais que, mettons, il y a certains influenceurs que ça peut être des centaines de milliers de dollars générés par année, là. Ça fait que ça a vraiment un impact super positif pour nous, là. Fait que définitivement. Puis vous vendez, c'est ça, comme tu dis, principalement en ligne, mais j'ai dîné avec un entrepreneur il n'y a pas longtemps que lui aussi, c'est un peu la même chose que toi, c'est en ligne, puis en commerce, puis il me disait que vendre en ligne, c'était de plus en plus difficile. Est-ce que toi, tu trouves que c'est la même réalité, ou juste, est-ce que des ads fonctionnent encore comme ça fonctionnait il y a 3 ans, ou c'était vraiment... ça marchait en malade, puis là, c'est vraiment plus, en exemple, en magasin, ou... Ben, ça marche encore. Tu sais, de dire que ça marche moins, je pense pas que c'est le cas. Je pense que c'est plus que c'est plus difficile qu'avant. Okay. Puis le retour sur investissement aussi est plus difficile qu'avant. Effectivement, tu parles de là 3 ans, mais moi, je pense à même là 5 ans, les débuts des Facebook Ads. Tu sais, Google Ads, ça existe depuis longtemps, mais maintenant, toutes les plateformes sociales ont leur propre plateforme publicitaire. Ça fait que, tu sais, nous, on fait de la publicité sur TikTok, sur Snapchat,
sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, puis Google. Fait que je pense que c'est tout dépendamment du brand que tu as. Je pense qu'il y a des auditoires qui peuvent être intéressés par ton produit ou par ton service. Fait que c'est plus d'adapter ton message à l'auditoire qui est visé. Puis les gens ne consomment pas le contenu de la même façon sur TikTok que sur Facebook, que sur peu importe les plateformes sociales. Fait que je dirais que nous, on a eu la chance de avoir pensé à diversifier nos sources d'acquisition sur le web. Mais c'est clair que depuis l'arrivée de iOS 14, par rapport à tout ce qui était en lien avec l'accès aux informations privées des gens, je pense que pour monsieur, madame, tout le monde, c'est vraiment une bonne chose. Moi, en tant que William Giroux, je trouve que c'est une bonne chose, mais pour une entreprise, c'est sûr que là, ça a changé du tout au tout. Le coût par acquisition d'un client est rendu peut-être 2 à 3 fois plus cher que ce que c'était dans le passé. Il faut vraiment que tu regardes sur du long terme, que tu connaisses bien tes stats. Nous, on base notre thinking de dire « OK, on est prêt à investir un montant X pour l'acquisition d'un nouveau client en sachant qu'on a un repeat de ce même client-là dans peut-être 6 mois, 8 mois. » Fait que si tu es capable de comprendre bien ces stats-là, tu es capable de dire, ben OK, moi, le premier achat que la personne va faire, je suis prêt à ce que ça me coûte, exemple, 35$, en sachant que le lifetime value, donc en français, je pourrais dire comme le montant que la personne va pouvoir dépenser sur ton site au fil du temps va augmenter. Puis nous, on sait, exemple, qu'un client qui est soumis achète en moyenne 2,33 fois par année. Fait qu'on sait que peut-être en 1 an, on est capable de retrouver notre investissement puis aller faire des profits. Fait que je dirais que c'était plus un changement de thinking sur tout ce qui était en lien avec la publicité numérique. C'est encore super positif. Je pense juste qu'il faut que tu l'analyses un petit peu différemment. Puis, tu as dit que un client va venir acheter en moyenne 2,33 fois sur un produit, mais là, j'entends tout le monde dans leur char dire qui achète 2 fois des caisses de sel dans son année. Mais je pense pas que c'est ça. Tu peux-tu expliquer? Parce que moi, si je me dis, une compagnie de case, comment ils peuvent en vendre au-dessus de 350 000? Parce que j'étais comme... Moi, une fois que j'ai un case, je le garde tellement longtemps. Fait que je me dis, tu sais, qu'est-ce qu'il faut en vendre des cases à du monde? Tu sais, c'est 350 000, c'est anti-pépère, là. C'est beaucoup de cases, là. Puis là, je me dis, dans le fond, peux-tu expliquer c'est quoi que les gens ils reviennent? Est-ce qu'ils reviennent pour un nouveau case ou ils reviennent pour d'autres choses sur votre site? Nous, comment je dirais ça? On s'amuse à dire que les gens vont acheter une première fois sur le site parce qu'ils vont trouver que le design est beau. Puis après ça, ils vont racheter une deuxième fois parce qu'une fois qu'ils le reçoivent à la maison, ils disent « Holy shit, la qualité est là, c'est fabriqué au Québec. » Pour nos clients qui sont canadiens, c'est fabriqué au Canada. Je trouve qu'on a vraiment un avantage compétitif face aux différents compétiteurs qu'on peut avoir à travers la planète. Puis la réalité est que on n'est pas une entreprise, ça va être drôle ce que je vais dire, là, mais on n'est pas une compagnie d'études de téléphone cellulaire. On est une compagnie de marketing qui utilise les accessoires mobiles pour promouvoir le self-expression, de promouvoir un lifestyle, de promouvoir, bref, comment chaque personne... Tu sais, les gens sont habitués de changer de vêtements, de style vestimentaire au fil des saisons. Pourquoi qu'on ne peut pas faire ça avec les accessoires mobiles? Considérant qu'un téléphone cellulaire, tout le monde en a un, c'est la chose qu'on utilise le plus dans notre journée, définitivement qu'il y a du monde qui s'associe à ça et qui se disent « Hey, moi, mon case de téléphone, c'est une extension de ma personnalité. Ça fait que moi, comment que je me feel au mois d'octobre versus en plein été, c'est 2 personnes différentes. Ça fait que les gens, c'est rendu qui changent leur accessoire mobile comme qu'ils peuvent changer de vêtements au fil de l'année. Fait que je dirais que c'est cet aspect-là qui fait que nos clients reviennent à chaque année parce qu'ils veulent ce changement-là autant qu'ils veulent changer leur garde-robe. Là. C'est intéressant parce que j'ai un post-it sur mon... Je sais pas si ça va être à l'envers, là, mais ça dit « Le beau fait venir, le bon fait revenir ».
Puis je le garde tout le temps là pour me garder ça en tête, mais c'est intéressant. Puis là, si vous avez manqué, là, si vous écoutez en audio, allez voir ce bout-là sur YouTube. Là, j'ai montré un post-it, c'était malade. Je voulais savoir aussi la marge de profitabilité. Oh, ça n'a pas été facile. De une compagnie comme la vôtre, est-ce qu'il faut que tu en vendes des centaines de milliers pour que ça commence à être profitable? Est-ce que les premières années, vous faisiez déjà un peu d'argent ou c'est super profitable puis dès que tu vends un case, c'est 80% de profit, tu sais? Je te dis tout de suite, c'est pas 80% de profit malheureusement. Pourquoi? Ben, parce qu'on a décidé de produire le tout ici au Québec. Mais la réalité est que nous, depuis l'année 1, on est profitable. Puis pourquoi ça? Parce que on s'est vraiment bootstrappé, nous, depuis nos débuts. La machinerie de base qu'on avait achetée, c'était pas si cher que ça. Puis pour chaque produit qu'on vend, maintenant, c'est ça. Tout dépendamment des marchés lesquels qu'on vise, la profitabilité va varier. Mais reste que nous, quand on vend un étui, habituellement, dès l'achat numéro 1 de la personne, Case Me est déjà profitable dessus. Fait que je dirais, grâce au fait qu'on n'a pas levé des rentes de financement, puis qu'on n'acquiert pas un client à tout prix, nous, on a toujours visé la profitabilité comme en premier presque, parce qu'on s'autofinance depuis justement nos débuts. Mais bref, je dirais qu'on a une marge de profit, malgré le fait que c'est produit ici au Québec, on a quand même une marge de profit qui nous a permis justement de pouvoir accélérer notre croissance au fil du temps. Je sais pas si ça répond bien à ta question. Là. Oh oui, ça répond. Ouais. Non, ça répond super bien. Je voulais savoir en général, si tu me disais, non, c'est à l'année 4 qu'on est devenu profitable, ou là, tu as super bien répondu. Puis, je voulais savoir aussi, combien ça représente. Tu as dit que vous êtes bootstrap au début, puis les investissements n'étaient pas gros, mais c'est quoi la valeur d'investissement à peu près pour une compagnie comme la tienne, s'il y a des gens qui veulent, peut-être vos futurs concurrents, mais comment, c'est-tu des machines puis des usines à pu finir, ou vous êtes capable de faire ça dans une petite pièce, ou comment ça fonctionne au début là? Ben, au début, justement, Gab avait emprunté là, en tant que tel de la machinerie à son père, puis après quelques mois d'activité, c'est là qu'on s'est dit, OK, là, on rachète la machinerie, mais tu sais, dans ce temps-là, pour nous, c'était beaucoup. Ça valait peut-être, je sais pas, 15 000 $. Ça paraît pas beaucoup maintenant, mais comme après ça, au fil du temps, ben, vu qu'on a une croissance qui a été saine, je dirais, de 0 à 7 ans, il y a du monde qui peut dire crime, c'est une bonne croissance, mais pour nous, ça s'est tellement fait de façon continue qu'on n'a pas dû, à un moment donné, se dire « OK, il faut qu'on aille se chercher un prêt de 3 millions pour justement créer une usine de toutes pièces. » Ça reste qu'on a une machinerie qui est quand même relativement simple. C'est des gros fours, mais les fours, tu sais, c'est des choses que tu peux venir comme... Ça coûte cher sur le coup d'acheter le four, mais en tant que tel, après ça tu le payes sur des années, ça n'affecte pas nécessairement tes états financiers. Tu viens de l'amortir en tant que tel. Ça fait que pour nous, c'est pas si tough que ça. Mais le fait qu'on a eu une croissance qui était soutenue, ben, ça nous a permis de dire OK, on commence dans le sol du chalet à Gab, dans nos débuts. Après ça, OK, on se prend notre premier local commercial qui mesurait à peu près 1800 pieds carrés. Aujourd'hui, on est rendu peut-être avec du 8 à 9000 pieds carrés. Puis c'est une production qui est quand même relativement assez simple. On a différentes stations de production de l'impression du film qu'on utilise pour venir faire le transfert de couleur par chaleur à la cuisson des étuis, au lavage puis à l'expédition. C'est ça, je dirais qu'on a une méthode de fabrication qui est quand même relativement simple. Puis au fil du temps, ben, on l'a optimisé en ajoutant, exemple, un logiciel qu'on a fait 100% personnalisé aux besoins de Case Me pour venir optimiser notre production, améliorer notre temps de production, etc. Donc, c'est ça. Je dirais que ça s'est fait avec le temps. Donc, ça n'a pas été comme trop massif de dire hey, moi, je travaille dans
l'industrie alimentaire. Je sais que tu connais le PO de Fireburns, par exemple. T'sais, eux, acheter une machine, c'est fucking cher. Ça fait que, c'est juste pas le même type de production, mais c'est ça. Puis, est-ce que, tu sais, tu dis que c'est une croissance saine, puis c'est super cool ça, tu sais, parce qu'on dirait qu'on en voit beaucoup d'entrepreneurs qui sont comme, j'ai une belle entreprise, mais ils ont des cernes jusqu'ici, puis ils shake, genre, parce que comme, c'est trop une grosse croissance. Dans un article du Journal de Québec, tu avais mentionné que vous avez fait environ 7 millions, je pense, en 2020, je crois. Puis, 2021, oui. OK, 2021, puis vous prédictez ou vous avez prédit plutôt, un chiffre d'affaires de 10 millions. Tu sais, c'est quand même un gros gap, tu sais, puis est-ce que pour toi, ça, c'est encore une croissance saine, ça faisait du sens, ou tu as eu un petit stress de comme, OK, ouais, là, on va vendre vraiment plus? Ben, breaking news, cet article-là qui était sorti, à ce moment-là, on était vraiment sûr de notre shot qu'on allait l'atteindre, puis finalement, on l'a zéro atteint. Fait que notre année financière a terminé au 31 août passé, puis finalement, on a eu une année relativement similaire à l'année d'avant. Fait que on a peut-être eu une petite croissance de peut-être genre 200 000. Puis c'est dû à quoi ça? Ben, c'est dû à un retour à la réalité post-COVID. Fait que, tu sais, l'année 2020-2021 a tellement été boosté par des facteurs externes qu'on n'avait pas vraiment de contrôle, mais pour nous, ça a été super positif, puis je pense pour l'industrie du commerce en ligne, en général, ça a été 2 années exceptionnelles, puis on pensait que c'était un peu la nouvelle réalité. Fait que nous, on a basé nos projections financières de l'année qu'on vient de terminer à justement du 10 millions, parce qu'on se disait, OK, mois par mois, on était capable d'aller chercher une croissance de, je sais pas, 20% certains mois, 30% d'autres. Ouais. Puis finalement, plus que l'année avançait, plus qu'on se disait, holy shit, tu sais, le 10 millions, il commence à être dur à aller chercher. Ouais. Fait que finalement, on l'a pas atteint. Mais cette année, on vise plus que 10. Mais bref, pour répondre à ta question, du 7 à 10, ça reste une croissance pour nous qui est saine. Les seules choses qu'on avait besoin de changer, mettons, techniquement parlant, c'était d'ajouter, exemple, un nouveau four, d'acheter peut-être 2 autres imprimantes, d'embaucher peut-être 2-3 personnes supplémentaires. Fait que ça peut paraître beaucoup, 3 millions d'augmentation, mais en termes de production, pour nous, c'est quand même très réaliste. Fait que c'est ça. C'est cool ça, man. C'est vraiment cool parce que je pense que il y a bien des business qui, je pense, sont jaloux de ça parce que, tu sais, augmenter 3 millions pour du monde, c'est comme, on change toutes les machines, on change de local, on double notre staff, tu sais, fait que c'est vraiment... C'est vraiment relatif à chaque industrie, là, puis on a des côtés positifs chez Case.me que cette croissance-là est plus facile, mais comme on a d'autres challenges aussi, là, nous, on travaille en juste à temps, ça fait qu'on n'a pas d'inventaire de base, ça fait que nous, on produit tous nos étuis sur commande. Que ce soit toi qui commande sur notre site web ou que ce soit Simons qui nous en commande 1000 de la shot, on a le même processus de production pour chacun de nos clients. Fait que ça nous permet de diminuer les pertes. En fait, on n'a pas réellement de pertes physiques parce qu'on contrôle notre production en juste à temps. Les seules pertes qu'on a, c'est un taux de rejet qui est produit par notre imprimante ou nos fours, qui fait qu'on a peut-être à peu près entre 4 et 6% d'étui rejet. Ça fait que ce que ça veut dire, ça, c'est qu'on a un étui qui va avoir un défaut de fabrication, soit l'impression qui n'est pas optimale. Puis étant donné qu'un client achète en ligne à plein prix avec les taxes, shipping, autour de 50$, ben nous, on n'accepte pas d'envoyer un étui qui n'est pas 100% parfait. Fait que ces étuis-là, qui sont nos pertes, on les stocke, puis 2 fois par année, on fait des pop-up shops, puis on vend des étuis presque parfaits. Ça fait que dans le temps des fêtes, on va ouvrir un pop-up au Centre Eaton à Montréal. Les 2 dernières années, on les avait faites à Laurier, Québec, un gros centre d'achat à Québec. Fait que ça nous permet de faire des tests aussi de marché, puis de potentiellement penser à ouvrir des boutiques physiques, ce qui a mené à notre première boutique physique qu'on a ouvert à la mi-septembre. Puis là, on réalise que justement, si le centre Eaton c'est positif, ben définitivement qu'un point de vente physique à Montréal, ça serait quelque chose. Puis après ça, peut-être Toronto, puis après ça, tu sais, aller ailleurs dans le marché canadien.
Mais là, on dirait que tu rends ma job trop facile. Là. C'est un segue parfait pour mon prochain sujet. Je vais parler de ta boutique en ligne. En fait, je suis allé la voir semaine passée. C'est malade. Là. Le centre d'achat, il est immense. Là. Comme, je m'ai perdu comme 4 fois. Là. Genre, il y a comme 3 étages. C'est immense. J'ai dû comme utiliser la petite machine. J'ai écrit Case Me parce que j'étais comme, je sais plus je suis où. Mais quand j'ai trouvé... C'est malade, c'est vraiment cool. Là, tu t'as déjà un peu expliqué pourquoi vous avez fait ça, mais moi, je me dis, vous êtes capable de vendre des millions de dollars de cases puis d'accessoires en ligne. Est-ce que c'était vraiment nécessaire, une boutique physique? Ben, le thinking derrière ça, c'était... D'un, on a fait nos tests de marché. Là. Dans le fond, ça faisait 2 années consécutives que pendant le temps des fêtes, on ouvrait un pop-up shop qui durait à peu près 4 à 5 jours pour venir un peu gager est-ce que la demande est là. Mm-hmm. Puis le premier pop-up, ça a été exceptionnel, mais on était en pleine COVID. On avait un maximum de 8 clients en même temps dans la boutique. Ouais. Puis l'année dernière, le nombre de clients avait vraiment augmenté. Puis Neri, on a ouvert, je me souviens plus, c'était-tu le jeudi ou le vendredi, mais les portes étaient fermées, puis on regarde dehors, puis il y a à peu près 250 personnes en file devant la boutique. Fait que tu sais, où que t'es passé à Laurier, là, Ouais. tu sais, il y a comme, ça fait un carré, là, puis Ouais. il y avait du monde jusqu'à l'autre bout qui attendait. Il y avait du monde qui s'y était assis là depuis 7h30 le matin quand on ouvrait à 10h le matin. Ça fait on a Mais comme il savait-tu qu'ils pouvaient l'acheter en ligne ou c'est pourquoi ils attendaient jusqu'à 7h le matin? C'est mongol, c'est fou. Ils voulaient vivre l'expérience client, ils voulaient acheter des étuis justement en rabais, etc. Ça fait je pense que ça a vraiment été là notre déclic de wow, on a vraiment un potentiel avec le retail. Puis le deuxième point qui a poussé notre réflexion à ouvrir une boutique physique, c'est de se dire justement, on parlait tantôt de publicité numérique, c'est de plus en plus cher d'acquérir un client. Puis je pense que le chiffre des dernières années, il y a du monde qui dit « Ah, le retail, c'est mort. » Il y a plein de grosses chaînes qui ont fermé leurs magasins, etc. Ouais. Mais la réalité, c'est que le retail est mort pour des entreprises qui n'ont aucune expérience client, que leur boutique est défraîchie et tout. Mais la réalité, c'est que le monde magasine encore en centre d'achat, le monde va encore dans des boutiques. C'est juste d'attirer ces clients-là. Puis le bet qu'on a fait pour la boutique, c'est de se dire « OK, nous, acquérir un client en ligne, ça coûte X dollars. Si on considère notre loyer comme un coût par acquisition, comme on est prêt à payer en ligne, c'est quoi le nombre de clients qu'on va être capable d'aller chercher avec du trafic naturel qu'il y a dans le centre d'achat? » Puis la deuxième question qu'on avait, c'était ça va être quoi le pourcentage des clients qui vont venir acheter en magasin, qui n'ont jamais acheté un étui Case Me par avant ou qui connaissent même pas la marque pantoute? Puis là, après 1 mois et demi, je suis capable de dire que actuellement, je dirais autour de 50% des ventes qu'on fait en boutique, c'est des nouveaux clients. Fait que c'est du monde qui connaissent pas Case Me, d'une petite famille qui vient là par hasard et ils s'en allaient manger au food court à Laurier, puis ils passent devant et disent « Ah, la boutique est cool, c'est quoi qu'ils vendent? » Finalement, ils achètent leur premier étui à un couple de personnes âgées que j'ai accueilli l'autre jour, un petit monsieur, une petite madame autour de 80 ans qui avait leur nouveau iPhone 13, puis ils sont rentrés, puis ils sont devenus clients Case Me à des étudiants qui sont en pédagogique, qui sont en secondaire 2, puis qui passent à la boutique. Tu sais, c'est vraiment large le spectre de clients qu'on peut avoir versus ce qu'on fait habituellement en ligne. Fait que c'est un peu ça l'excitation qu'on a de pouvoir ouvrir peut-être d'autres boutiques dans le futur, c'est de se dire, nous, dans notre tête, Case Me est relativement connu au Québec, mais il y a encore tellement de monde qui ne connaissent pas ça. Là. Ça fait que c'est ça qui est excitant de se dire on est capable d'aller chercher des nouveaux clients. Là. Puis aussi de faire plaisir aux clients existants qui nous achètent depuis peut-être 2, 3, 4 ans, puis que là, ils viennent en boutique, puis ils se sentent chez eux, puis c'est comme, ils sont fiers d'encourager une business depuis tant de temps. Fait que, c'est un mix de tout ça.
Ben, c'est ça. Je vous encourage, si vous passez à Québec, vous êtes de Québec, allez voir la boutique, là, est vraiment belle. Là, comme ça donne, tu sais, tu l'as dit, je pense, les entreprises que eux, ils ont délaissé un peu leur entreprise physique, plutôt, ils vendent pas, je pense. Mais tu sais, vous, votre boutique est tellement slick, elle est tellement belle, t'as le goût d'acheter de quoi quand tu vas là, tu sais. Fait que je vous Merci. incite à tout le monde à aller voir au moins la boutique, c'est vraiment cool. On parle beaucoup de chiffres, puis de côté technique de la chose, puis tout, mais je veux aussi savoir, tu sais, je l'ai laissé un peu slip, mais là, je reviens à ça. Tu sais, tu disais que dans un article quand même du Journal de Québec, tu avais dit quelque chose, ben vous aviez dit quelque chose, puis c'est pas arrivé. Personnellement, toi, ça te fait-tu chier? Ça te dérange pas? T'es quel genre de personnalité? Tu sais, ça vient-tu te chercher ou c'est pas grave, tu sais? Ouais, je dirais que ça a été, en 7 ans, fort probablement l'année la plus difficile mentalement, là, de dire on a une équipe en place. Tu sais, on venait de créer les fondations, puis on se dit, OK, c'est cette année que ça se passe. Mhm. Euh, Puis après que ça se produise pas pour des facteurs X, Y, Z, on peut mettre la faute à bien des choses, à iOS 14 si on veut, mais au bout du compte, je pense que c'est un manque de clarté dans notre vision. Euh, Puis c'est aussi peut-être un positionnement de la marque qui nécessitait d'être modifié au fil du temps, mais oui, tu sais, on est deux partenaires chez Case.me, puis on est rendu avec une équipe d'à peu près 26 personnes à temps plein. Puis moi, je suis un peu le visionnaire, le gars qui a le couteau entre les dents, puis qui veut défoncer les objectifs. Ça fait que oui, ça a été quand même très tough mentalement de dire, crème, on n'atteindra pas ce qu'on s'était dit qu'on allait faire. Mhm. Mais en même temps, ça a été le plus beau cadeau de avoir cette réalisation-là à ce moment-là précis, de se dire, OK, pourquoi, là, tu sais, qu'est-ce qui a fait que tu t'es pas rendu? C'est-tu parce que l'objectif qu'on s'était fixé était irréaliste? C'est-tu parce qu'on connaissait mal nos chiffres? C'est parce que on a mal positionné Case.me dans des différents autres marchés? Tu sais, on vend au Canada anglais, partout au Canada, on vend aux États-Unis. Fait que de prendre un pas de recul, puis de comprendre les échecs, ça a été tellement positif pour nous autres. Ça a été aussi une année qu'on s'est vraiment mis la tête dans les chiffres pour mieux comprendre justement un peu des statistiques que je te disais tout à l'heure, puis de dire, OK, si on va avoir une croissance soutenue dans les prochaines années, il faut qu'on maîtrise ça. On peut pas être dépendant d'un Facebook qui change son algorithme puis dire, à cause de ça, on n'atteint pas. Faut que tu Mhm. aies d'autres armes derrière toi. Fait que oui, ça a été tough, mais après ça, tu sais, là, ça fait déjà quelques mois qu'on sait qu'on n'allait pas l'atteindre. Puis on a juste comme switché notre mindset, puis on s'est dit, OK, comme Mhm. là, c'est le temps qu'on passe à autre chose, puis qu'on bâtisse des meilleures fondations pour le reste. Tu sais, on a internalisé toute la publicité numérique. On est rendu avec 2 personnes à temps plein qui font juste ça. Le prochain move pour nous, ça serait potentiellement d'avoir un développeur à l'interne pour pouvoir optimiser le site web. Mhm. Fait que une couple de choses comme ça, mais bref, voilà Je, je, grossièrement à quoi ça ressemblait, là. je vois, puis tu sais, tu dis que t'es le visionnaire, le gars qui a le couteau entre les dents. Est-ce que ça vient avec beaucoup d'anxiété? Est-ce que t'es un gars qui est anxieux ou non? Tu sais, te le laisser aller rapide ou... Ben, ça dépend pourquoi. L'anxiété en tant que telle, pour avoir des amis qui font de l'anxiété, pour vrai, non, je suis pas une personne anxieuse. Après ça, est-ce que j'ai pas de stress à tous les jours? Oui, j'en ai. Tu sais, c'est juste différent. Puis je pense qu'après 7 ans, euh, des, des challenges qu'on peut avoir aujourd'hui, là, 3 4 ans, j'aurais peut-être réagi complètement différemment, mais maintenant, on a tout un peu maturé, là. Je suis rendu à 29 ans. On a eu des challenges dans le passé qui ont fait qu'on est les personnes qu'on est aujourd'hui. Puis surtout, ben, on est rendu avec une équipe qui est super qualifiée. Ça fait que j'ai pu 100% le poids sur mes épaules de dire, OK, guys, il faut qu'on atteigne ça. On a une équipe de gens incroyables, super intelligents. J'ai mon partenaire aussi qui est là-dedans avec moi. Ça fait que, tu sais, on est vraiment une grande famille. Ça fait que c'est sûr que quand on n'atteint pas ces trucs-là, moi, je le prends personnel, mais après ça, c'est de dire, OK, comment qu'on aligne tout le monde ensemble pour pouvoir passer à autre chose. Fait que je dirais, ça ressemble à ça, là. Je vois. Ma dernière question avant qu'on passe à ma petite section un peu plus interactive, ça serait pour le futur de Case.me ou tu
sais, ça serait quoi ton objectif, mais tu sais, pense pas là, à tes plans, là, puis ton prochain trimestre. Là. Pense à genre, tu sais, ton rêve, là, tu sais. Ça serait quoi, Case Me, ça ressemble à quoi? Vous êtes rendu où? Vous êtes où dans le monde? Ben, justement, récemment, on a fait une genre de retraite stratégique pour se propulser dans le temps. On a revu justement toute notre vision de la business, notre mission, nos valeurs. Puis on s'est fait un plan de 3 ans. Puis je dirais que dans 3 ans, notre but, c'est qu'on soit la marque d'accessoires mobiles la plus aimée au Canada. Est-ce que c'est la plus grosse? Pas nécessairement, mais la plus aimée définitivement. Puis qu'on ait un impact social puis environnemental qui est fort. Mais en termes de chiffres, on vise quand même gros. Là. D'ici 3 à 4 ans, là, on vise à être assez massif au Canada. Je ne vais pas te spoiler les chiffres parce que je ne l'ai même pas encore partagé à mon équipe. Là, mais on a travaillé là-dessus, mais bref, on vise gros, puis le Canada, ça va être notre terrain de jeu, puis les États-Unis, pour nous, ça va être un marché qui est tout autant important que le Canada. Fait que je dirais que ça ressemble à ça. Là. On travaille fort en ce moment pour la certification B Corp, qui va venir vraiment s'aligner avec notre vision sur notre impact social et environnemental. Fait que c'est devenir une entreprise plus intelligente, qui est autonome dans la production de certains types de produits qu'on veut lancer dans le futur. Exemple, on travaille actuellement en R&D pour créer un étui qui serait 100% biodégradable, fabriqué 100% au Québec aussi. Fait que c'est ça, on est très, très excités par tout ça. Pour vrai, moi, même après 7 ans qu'on a parti ça, à chaque matin, je me lève, puis je suis excité parce qu'on a une équipe tellement insane, de voir la business grossir, puis qu'ils deviennent de plus en plus autonomes. Tu sais, ce qui est fou maintenant, c'est que je peux ne pas être là pendant un mois, puis la business, ça va rouler parce qu'il y a tellement du bon monde à l'interne qui s'occupe de huiler le rouage et tout au quotidien, que ça, c'est vraiment une grosse source de fierté pour nous autres. Fait que je dirais que ça ressemble à ça. Là. C'est vraiment cool. Puis j'allais dire que j'ai dit que c'était ma dernière question, mais en fait, j'en ai juste comme d'autres qui m'ont popé dans la tête. Là. Toi, c'est quoi ton opinion concernant, tu as parlé que vous voulez avoir de l'impact, est-ce que tu penses que c'est possible, puis il y a une cohérence entre l'impact qu'une compagnie a et les ventes puis l'argent? C'est quoi Est-ce que si une compagnie a de l'impact peut faire de l'argent, ou est-ce que s'il y a de l'impact, ça fait qu'il fait plus d'argent? T'sais? Ben, je pense qu'initialement, il faut que tu te poses la question pourquoi tu vas avoir un impact. C'est très sexy actuellement de dire hey, on veut diminuer notre impact environnemental, ou on veut augmenter notre impact social. Puis habituellement, pas habituellement, mais je suis capable de dire les compagnies qui le font pour les bonnes raisons, puis celles qui le font pour suivre la meute. Ouais. Mais tu sais, de notre bord, l'idée initiale, c'était que nous, on soit fiers de nous autres, puis qu'on ne soit pas juste une compagnie d'accessoires mobiles. Puis je dirais que jusqu'à présent, je peux-tu dire s'il y a une cohérence entre l'impact qu'on a versus les revenus? C'est comme difficile à gager entre les deux. Mais je pense que si c'est fait de façon intelligente, ça peut clairement l'être. Puis c'est pas d'avoir un impact à tout prix. Il faut que tu restes, je crois, intelligent dans ta façon de le faire. Il faut que tu le fasses selon tes moyens. Mais c'est clair qu'avec des chiffres plus élevés, tu as du budget pour pouvoir avoir un impact qui est plus grand. Donc, ça peut être autant un impact au sein de ton équipe, d'offrir des conditions de travail qui sont incroyables à ta communauté que tu peux supporter de différentes façons, des fondations avec qui tu travailles ou avec ton impact environnemental. Je pense que c'est 3 trucs vraiment différents qui méritent d'être analysés différemment aussi. Mais nous, on a décidé d'attaquer un peu ces trois branches-là en même temps pour se dire on veut que quand on se lève le matin, on soit fier de faire ce qu'on fait. Puis c'est ça.
C'est vraiment cool, man. C'est vraiment cool, c'est inspirant, puis je pense que c'est un bon exemple aussi, puis une bonne référence pour tous les plus jeunes, peut-être qui vont se partir à une entreprise, tu sais, de penser à ça, avoir ça en tête. Mes 3 dernières questions, c'est des sections que je pose à tous mes invités. Tu dois sûrement connaître si tu écoutes déjà un peu le podcast. La première, ça s'appelle la question parfaite. Fait que si tu pouvais t'asseoir avec 3 personnalités pour discuter une soirée, ça serait qui? Gars, fille, mort, vivant, n'importe qui. C'est la seule question que tu nous envoies d'avance, puis Oui. j'ai vraiment pris le temps d'y penser. Puis il y a 2 personnes qui m'ont venu à l'esprit rapidement. La première, c'est Yvon Chouinard, qui est le fondateur de Patagonia. OK, oui. Un monsieur qui est rendu assez âgé maintenant. Moi, c'est un modèle d'affaires qui m'inspire énormément. Tu sais, quand on parlait d'impact, 360 degrés, je pense que Patagonia, c'est selon moi un des meilleurs exemples qu'on peut avoir. Fait que c'est un monsieur super intéressant, autant au niveau de son vécu. C'est un sportif incroyable, un propriétaire d'entreprise tout autant incroyable, avec une histoire insane en lien avec Patagonia. Ouais. Après ça, j'étais un gros fan de marketing. L'écrivain, conférencier Seth Godin. J'ai lu pas mal tous ses livres, je dirais. OK. Un monsieur qui a un thinking très différent de ce qu'on peut voir dans les livres d'affaires en général. Ça fait que Seth Godin, ça serait un must aussi. Puis la 3e personne, un gars qui me fait triper en ce moment, il s'appelle Ryan Holiday. OK. Il est écrivain aussi, mais à base, lui, c'est un gars de marketing qui a travaillé dans les années 2000 pour American Apparel, dans le temps qu'ils étaient dans leur pic de croissance. Puis il a lâché ce monde-là pour devenir écrivain, puis il s'intéresse énormément à la philosophie stoïque. Fait qu'il a écrit des livres qui m'ont vraiment changé mon mindset sur moi en tant qu'humain, là. Si je peux laisser quelques titres, il y a entre autres Ego is the Enemy, Stillness is the Key, Obstacle is the Way. C'est 3 livres qui ont vraiment changé ma façon de voir le monde. Fait que ces 3 humains-là, autour de la table, avec une coupe de bouteilles de vin, là, c'est sûr qu'on aurait bien du fun. Ça serait vraiment hot. J'aime le concept ou un peu le style marketing qui revient tout le temps. Ça serait une grosse discussion. Ouais. Ma dernière section, mon avant-dernière section, c'est réponse rapide. Fait que je te pose 5 questions, tu dois répondre très courte réponse si possible. On s'entend, si tu dépasses, c'est pas grave. Ton projet d'affaires le plus marquant. Case me. Ton plus bel achat. Ma maison que je suis en train de construire en ce moment. Wow. Pas fini, mais bref. Très hot. Un rêve secret. Avoir une fondation. Nice. La chose que tu regrettes le plus. De pas m'avoir fait confiance quand j'étais jeune. Nice. Quelque chose que tu n'as jamais dit publiquement. Quelque chose que j'ai jamais dit publiquement. Elle est bonne celle-là. Tu peux dire passe aussi. Si tu veux pas répondre, c'est bien correct. Là. Ben, j'ai juste rien qui me vient en tête qui serait intéressant à dire, là. Ça fait que je vais te dire Mais, passe. Tu vois, là, maintenant, je vais setter de quoi mon podcast. J'enlève cette question-là. Je suis tanné de celle-là. Je l'enlève. Ça fait j'ai fait 2 podcasts back-to-back, puis les 2 personnes m'ont dit « Ah, je sais pas, passe est gone. » Vous allez plus jamais l'entendre. Je suis tanné de cette question-là. Ma dernière section, c'est under ou overrated. Fait que je te dis des sujets, tu me dis si c'est over ou underrated. Les centres d'achat. Under. L'EEB, l'École d'entrepreneurship de Beauce. C'est accurate. En fait, Okay. je sais qu'on peut dire entre les deux, là, des fois, mais c'est insane. OK. La marque Apple. Accurate, je dirais. Aller voir un film au cinéma. Under. C'est un gros cinéphile. La semaine de 4 jours pour les semaines de travail de 4 jours.
Under. Les retraites stratégiques. Under. Les influenceurs. Over. Les téléréalités. J'en écoute pas, mais je dirais over. Le dernier, le petit pain là, chez Saint-Hubert là, qu'ils mettent à côté des frites. Là. Je sais pas s'ils mettent encore ça. Là, mais... c'est underrated ça. Moi aussi, c'est ça. En tout cas, j'avais un débat hier, puis moi aussi, je trouvais que c'était underrated. Vraiment longtemps, j'en ai mangé, mais dans ma tête, c'était vraiment bon. Moi aussi, c'est ça, je me disais. C'est le côté nostalgique du Saint-Hubert. Ouais. Merci, William. C'est vraiment généreux de ta part. Tu veux-tu que je mette un lien? Quel lien tu veux que je mette plutôt en description du podcast? Tu peux mettre notre site web, tout simplement. Je pense que tout est pas mal là-dessus. Je sais que tu as un podcast entrepreneurial, ça fait que si jamais vous voulez des étuis qui sont personnalisés aux couleurs de votre entreprise, vous pouvez nous écrire aussi. Puis sinon, un gros merci Néry pour la discussion. C'était très intéressant. Je suis rendu un gros fan de ton podcast depuis plusieurs épisodes. Ça fait que merci de l'accueil, c'était vraiment cool. Merci à toi, William. Je te souhaite tout le succès du monde. Puis j'espère que les chiffres que tu as en tête pour ton entreprise, tu vas les atteindre. Fait que merci beaucoup, William. Je te souhaite tout le succès du monde. Merci à toi. Merci.